qui doit être utilisé de façon à éviter, voilà, de façon à éviter les pertes, de façon à éviter euh, euh, que certains produits soient périmés. Et obligatoirement, si on vous met en phase de cette méthode, on va vous demander de justifier la méthode. Et la justification est pratiquement aussi importante que la méthode, d'accord? Et donc, à vous de reformuler les explications que je viens de vous donner de façon à pouvoir justifier l'emploi de cette méthode. Alors, je vais partager mon écran et on va passer à la correction du TD. Alors, a priori, vous devriez le voir arriver. Voilà, d'accord. Alors, dans ce premier exercice, on est au service alimentaire de l'entreprise Signol et on vous demande d'établir les fiches de stock pour les entrées et les sorties, donc les mouvements de stock qui se sont déroulés durant le mois d'avril. D'accord. Attention, premier petit point de vigilance que je vous ai noté en rouge là sur le fichier. Premier point de vigilance, c'est que il se peut que l'ordre des entrées et des sorties, l'ordre des différents mouvements ne soit pas mis dans l'ordre chronologique. Les différents mouvements ne soient pas mis dans l'ordre chronologique. D'accord. Je peux très bien qu'on vous dise, ben voilà, le 15, il y a eu ça, le 10, il y a eu ça, le 5, il y a eu ça, le 20, il y a eu ça. D'accord. Il est important, juste avant de commencer l'exercice, de vérifier que vos mouvements de stock, c'est-à-dire ici le stock initial qui a été constaté pour 50 kg pour une valeur de 750 euros, les sorties du 6-4, les entrées du 10-4, etc., etc. Il faut veiller, faire juste un petit coup d'œil. Est-ce que tous les mouvements de stock que l'on me donne, tous les données relatives aux mouvements de stock que l'on me donne, sont dans l'ordre chronologique? Puisque obligatoirement, le stock doit être traité en fonction de l'ordre chronologique des mouvements d'entrée et de sortie. Si ce n'était pas le cas, à vous de remettre les mouvements dans l'ordre qu'il faut. Ça, c'est le premier point de vigilance qu'il faut avoir. Deuxième point de vigilance, pardon, je ne l'ai pas noté, mais les stocks se gèrent hors taxe. Les stocks se gèrent hors taxe. À partir du moment où il n'est pas précisé TTC, c'est qu'obligatoirement, on vous a donné du hors taxe. D'accord. Toutefois, si, alors ça m'étonnerait, mais malgré tout, je préfère vous prévenir, si vous aviez un montant TTC, il va falloir le traduire en montant hors taxe. Absolument. Donc, deux points de vigilance, l'ordre chronologique des mouvements et le fait que les montants soient des montants hors taxe. Alors, d'abord, un stock, ça se constate toujours au départ. C'est comme votre compte en banque. Dès le départ, il y a un solde, d'accord? Sauf si, évidemment, c'est le premier jour d'ouverture du compte en banque, mais les stocks, c'est un peu pareil. Au premier jour de l'évaluation de la réalisation de la fiche des stocks, il y a toujours un stock qu'on appelle le stock initial, le stock de départ. Alors, soit il vous est donné dans l'intitulé, soit il vous est donné directement ici, puisque par exemple, dans notre premier exercice ici, on nous dit qu'en stock, au premier jour de la période, donc au 1er avril, il y a 50 kilos pour une valeur de 750 euros. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le stock initial. Donc, on vous demande, avec les mouvements que l'on vous indique, d'entrée et de sortie, de présenter les fiches selon les trois méthodes. Alors, nous, on va commencer, je ne sais pas s'il y avait un ordre particulier, pour les enfants. J'ai suivi l'ordre finalement. On va commencer donc par la méthode des coûts moyens unitaires pondérés après chaque entrée. Et on va reprendre à travers ma fiche. Donc, ma fiche de stock, elle est comme celle-ci, d'accord? Elle est en trois parties. Une partie qui va être consacrée aux entrées, que l'on voit ici. Une partie à côté, sur sa droite, qui est consacrée aux sorties. Et une partie, bien sûr, qui est consacrée à la constatation du stock. Quel est l'état du stock après le mouvement qui a été enregistré?
Donc, chaque partie est divisée en quantité, unité et prix unitaire et total. Donc, ce que l'on va faire en premier, donc bon, j'ai déjà reporté les dates ici. J'ai en général toujours dans ma fiche de stock une date et une référence. La référence, c'est moi-même qui vais l'instituer ici, juste avec des entrées et des sorties. J'aurais pu très bien avoir une référence qui soit relative à une pièce comptable qui me soit donnée, un bon de réception, un bon de livraison, etc., etc. Bon. Alors, donc le stock initial, comme je vous l'indique ici, c'est la première donnée qui est à saisir. Ici, je vais l'indiquer. Donc, mon stock initial ici est de 50 kg. Et on me donne le prix total. À moi de retrouver le coût moyen, le coût unitaire, qui est ici de 15 euros. Je vous mets à côté ici le détail des calculs tels que j'ai pu les opérer. D'accord. Alors bien sûr, tout ce qui est à présenter sur une copie, c'est uniquement la fiche de stock. Le détail des calculs n'est pas à présenter. Vous pouvez toujours, en dessous de la fiche de stock, par des renvois, indiquer le calcul que vous avez opéré, si toutefois vous avez le temps. C'est toujours conseillé de mettre ces calculs, d'accord, mais encore faut-il en avoir le temps. Donc ici, j'avais 50, la quantité était connue, le prix total était connu, j'en ai déduit le prix unitaire en faisant 750 divisé par 50. Ensuite, le 6 avril, je constate un premier mouvement qui est un mouvement de sortie. D'accord. Alors, dans la méthode des coûts moyens unitaires pondérés après chaque entrée, elle porte bien son nom, après chaque entrée, c'est-à-dire que le coût en stock va être recalculé après chaque entrée. Le coût en stock est recalculé après chaque entrée. Par contre, en ce qui concerne les sorties, ça n'influe pas du tout sur le coût. Le coût, on parle du coût unitaire, bien sûr. Donc les sorties se font toujours au coût unitaire qui a été constaté sur la ligne précédente, c'est-à-dire ici à 15 euros. Donc ma sortie ici de 10 kg, je vais la constater dans la colonne des sorties. J'en sors 10 kg à 15 euros puisque je reprends le coût unitaire qui a été calculé précédemment. Donc ça me fait un total de 150 euros. Combien va-t-il m'en rester en stock? Ici, simplement par une opération de soustraction, je vais venir faire 50 pardon, moins 10. Je ne touche pas au prix, le prix ne bouge pas quand on est sur des sorties. Le prix ne bouge pas quand on est sur les sorties, ce que je vous indique ici. Toutes les sorties se font au coût unitaire calculé sur la ligne précédente. Les sorties n'ont aucune influence sur le coût unitaire moyen pondéré. Je vais corriger ma petite phrase rapidos. Voilà pour la sortie. Maintenant, nous allons constater une entrée. Alors, que se passe-t-il dans une entrée? Je vais d'abord reporter mon entrée. Et là, maintenant, je vais devoir évaluer mon stock. Et je vais suivre la méthodologie que je vous ai reportée ici, qui se fait en 3 étapes. Toujours la même. Première étape, j'additionne les quantités. C'est-à-dire que j'en avais 40, j'en ai rentré 10. Donc, obligatoirement, vous êtes d'accord avec moi que ça fait 70. Étape 2, j'additionne les coûts totaux. J'en avais pour 600 en stock, j'en ai rajouté pour 456, donc ça me fait 1056. Troisième étape, je calcule le coût moyen unitaire pondéré, d'accord, en faisant quantité totale divisé par, coût totaux divisé par quantité totale, c'est-à-dire 1056 divisé par 70. Et je retrouve un coût moyen unitaire ici de 15,09. Donc je vous indique encore une fois qu'après chaque entrée, le coût unitaire moyen pondéré est recalculé par la formule qui est issue de notre méthodologie. L'opération suivante consiste en une sortie. On a vu déjà une première sortie qui s'était faite le 6 avril. On va procéder de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher au prix et on va simplement enregistrer la sortie et loter du stock que j'avais qui était de 70.
Donc j'ai pris simplement, j'en avais 70, j'en ai retiré 20, donc il m'en reste 50. Le prix unitaire, il ne bouge pas, puisque je suis dans le cadre d'une sortie. Dans le cadre d'une sortie, le prix unitaire ne bouge pas. Et j'ai simplement multiplié 50 par 15,09 pour obtenir le coût total, la valeur totale que j'ai en stock. Ensuite, une entrée. Ici, l'entrée qui s'est faite le 20 avril, vous voyez qu'on ne vous a pas donné de coût unitaire, on nous a donné un coût total. Bah, simplement, on va chercher le coût unitaire. Ici, c'est le coût total divisé par la quantité, c'est-à-dire 474 divisé par 30. Je vais reprendre les éléments de mon entrée ici. Mon micro ne marche pas, lui. Donc, avez-vous une question peut-être? Si vous avez une question, mettez-la dans le chat, je vais y répondre. Oui, j'ai mis ma question. Alors, bonjour monsieur, mon micro ne marche pas. Le calcul, c'est valeur début du stock plus valeur en entrée. Oui, c'est ça. C'est ça. Le calcul pour retravailler le coût moyen unitaire pondéré, hein, celui qu'on a trouvé ici. Donc, c'est le total que l'on avait en stock précédemment, hein, avant l'entrée en stock, évidemment, plus l'entrée. Ce que j'avais avant, plus ce que j'ai de nouveau, et le tout divisé par la quantité pareil, que j'avais avant, plus celle que j'avais de nouveau. Si c'est ça que vous voulez me dire par valeur en début, oui. Mais pas la valeur du début de stock, celle-ci, hein, pas 750 évidemment. On parle bien de celle que j'avais. Regardez, on va refaire la même technique ici. Oui, la valeur de l'année précédente, exactement. Donc, c'est-à-dire que maintenant, en stock, ici, pour recalculer mon stock, comment vais-je faire? Donc, j'additionne mes quantités, où je peux commencer par, ça revient au même, hein, donc ça fait 80, on est bien d'accord. Au niveau des coûts, j'additionne. Et ensuite, bah, je viens faire ma division, c'est-à-dire les coûts totaux divisés par les coûts, la quantité totale, pour obtenir un nouveau coût unitaire moyen pondéré qui est de 15,36. J'ai encore une entrée, donc je vais exactement faire la même chose. Donc j'ai ajouté les quantités, j'ai ajouté les totaux, j'ai divisé les totaux par la quantité, et j'ai un nouveau prix, un nouveau coût unitaire moyen pondéré de 15,46. Ce travail-là, je dois le faire uniquement quand, bien sûr, je suis avec des entrées. Et ensuite, je vais constater les deux sorties ici, qui sont de 60 et de 10. Je ne touche pas au coût. Là, c'est simplement de la soustraction que je dois faire et du recalcul de mon stock. Voilà concernant la méthode de coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée. Y a-t-il des questions relatives à cette méthode? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à la suite. Cette fois-ci, c'est une méthode différente, peut-être plus simple d'ailleurs. La méthode où je n'ai qu'un calcul à faire finalement. Je ne vais avoir qu'un seul calcul à faire. Alors, comment je vais procéder? D'abord, je vais bien sûr enregistrer, je vais indiquer mon stock initial, d'accord? Ensuite, quand j'aurai des sorties, dans un premier temps, je ne vais indiquer que la quantité. Puis, je vais mettre à jour mon stock sans toucher au prix. Je ne touche jamais au prix pour l'instant. D'accord? Au niveau des prix, je ne touche pas au prix dans un premier temps. Le calcul, il se fera simplement à la fin de la période. D'accord? Ensuite, quel est mon deuxième mouvement ici? Donc le 10, j'ai une entrée que je vais enregistrer avec son prix. J'ai une sortie, donc j'enregistre encore une fois le mouvement, la mise à jour de la quantité. Je vais ensuite avoir une sortie
Je mets à jour la quantité. Je vais avoir une nouvelle entrée. Je mets à jour ma quantité. Je vais avoir encore une fois une entrée. Je ne mets à jour que les quantités. Et ensuite, deux sorties. Ici, je mets à jour les quantités. Une fois que j'ai terminé ce travail, je vais calculer le coût. Comment je vais calculer le coût? Le coût unitaire moyen pondéré en fin de période. Je vais prendre tous les coûts, le coût initial plus toutes les entrées. Donc au départ, j'en avais plus 750 et ça m'a coûté en plus ça, ça et ça. Donc 750 plus 456 plus 474 plus 549,85. Je vais faire la même chose pour les quantités. C'est-à-dire qu'au départ, j'en avais 50, et puis j'en ai rajouté 30, et puis j'en ai rajouté 30, et puis j'en ai rajouté 35. Bien sûr, sans prendre en compte les sorties. Ce qui veut dire qu'au global, mon stock, il m'a coûté entre ce que j'avais au départ et ce que j'ai rentré, 2229 pour une quantité totale de 145 kilos. Ça veut dire qu'en moyenne, le kilo, je l'ai acheté à 15,38. En moyenne, le kilo, je l'ai acheté à 15,38. C'est comme si, durant un mois, vous achetez des pâtes. Des fois, vous achetez des pâtes à 1 euro le kilo, et puis des fois, vous les achetez à 1,10 €, et puis des fois, vous les achetez à 1,20 €, et puis des fois à 80 centimes, etc., etc. À la fin du mois, vous voulez savoir quel est le coût moyen des pâtes. Bah, vous allez regarder tout ce que vous avez acheté, quel est le coût de tout ce que vous avez acheté, quelle est la quantité, bien sûr, et puis vous allez diviser le total par la quantité, puis vous allez trouver le coût moyen des pâtes que vous avez achetées durant toute la période. Ici, c'est la même chose. On va chercher le coût moyen avec, bien sûr, ce qu'on avait au départ avec sa valeur. On va chercher le coût moyen de tout ce qui a été acheté pendant la période pour trouver un coût de 15,38. Une fois que j'ai ce coût de 15,38, je vais pouvoir le reporter au niveau ici et ici pour terminer ma fiche de stock. Des valeurs de sortie et de ma valeur finale de stock. Finalement, il m'en reste en stock 45 à 15,38. Voilà pour cette méthode. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, c'est clair? Ok. Alors, je continue. Et nous arrivons dans la dernière méthode. Avec la dernière méthode, la méthode du premier entrée, premier sortie. Ce qui veut dire que ce qui va rentrer en premier en stock, c'est quand il y aura une sortie, ce qui va donc sortir en premier. Alors, on va toujours avoir la constatation du stock initial. Hein. Toujours la constatation du stock initial. On va avoir une première sortie que l'on va ici prendre sur mon stock, hein, puisque j'ai rien d'autre. J'ai que mon stock, donc je ne peux pas aller chercher quelque chose de plus ancien puisque c'est mon stock. Je suis obligé d'aller chercher sur ça. Et ensuite, je vais avoir une entrée. D'accord? Alors, comment ça va se dessiner? D'abord, je vais mettre au niveau des entrées de stock ici mon entrée. Et je vais garder en mémoire ici mes deux, on va dire mes deux types de denrées. Des denrées plus anciennes, qui sont celles-ci, que je vais reporter, et des denrées un peu plus récentes que j'identifie et que j'individualise ici. Vous voyez que dans mon mouvement de stock ici, qui n'est qu'un seul mouvement, j'ai bien gardé en mémoire les deux produits, d'accord, qui sont les mêmes produits, hein, mais qui sont des produits avec une ancienneté différente. Celui-ci étant plus ancien que celui-ci. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand il y aura une sortie, obligatoirement, je vais d'abord aller prendre sur le produit le plus ancien. Le produit le plus ancien, c'est celui-ci. Donc je vais sortir d'abord des éléments de ce produit-là. C'est pour ça que je sors à 15 euros, puisque son prix c'est 15 euros. Ensuite, je vais regarder combien il m'en reste. Bah, à 15 euros, il m'en reste que 20, alors que ici, à 15,20 €, il me reste les 30 éléments. Ensuite, le 20, c'est une nouvelle entrée.
Le vin, c'est une nouvelle entrée. Je vais garder l'identification de mes trois produits. J'en ai deux qui sont un peu plus anciens et encore un qui est encore plus nouveau. D'accord? Donc, obligatoirement, ici, je garde l'identification de mes trois produits. Pourquoi? Parce qu'ils ont des dates d'entrée différentes. Maintenant, je vais avoir encore une nouvelle entrée, donc un produit encore plus récent, oui, qui est plus récent de 3 jours. Et dans la même veine que ce que j'ai fait précédemment, je vais garder donc aussi l'identification, l'individualisation de ce prix pour me retrouver avec en stock quatre éléments différents, d'ancienneté différente. Ce sont les mêmes, c'est le même produit, hein, mais avec une ancienneté différente. Un produit assez ancien à 15 euros, un produit un peu plus récent à 15,20 €, etc., etc., pour arriver au produit le plus récent à 15,75 €, à 15,71 €. Maintenant, je vais devoir opérer une sortie. Je vais devoir opérer une sortie de 60 kilos. Donc, il faut que je trouve 60 kilos là-dedans. Bon, je les ai sans aucun souci. Hein, d'accord. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est lesquels je vais sortir en premier. Je dois obligatoirement taper sur les plus anciens. Donc, ceux-là, je les sors. Ensuite, ceux-là, je les sors. Et pour compléter, il me manque encore 10 kilos. D'accord. Puisque là, pour l'instant, je n'ai sorti que 50 kilos et on m'en demande 60. Donc, je vais prendre sur les derniers, ici, donc ceux-là. Donc, ce qui veut dire que, qu'est-ce qui me reste? À 15, j'en ai plus. À 15,20, j'en ai plus non plus. À 15,80, il m'en reste 20, puisque j'en avais 30 au départ et que j'en ai sorti 10. Et à 35, il me reste la totalité. Ici, dans mon cas, j'ai indiqué les stocks nuls. Quand j'ai indiqué les stocks où il y en avait plus. Dans une copie, il est inutile d'indiquer les deux premières lignes que vous voyez ici. Ça, c'est pas utile de les faire. Moi, je vous les ai mises pour vous montrer que à 15 euros, il n'y en avait plus. D'accord. Mais 15 euros fois rien en stock, ça fait zéro. Donc, ça, ce sont deux lignes qui ne sont pas utiles sur votre copie. Regardons maintenant la dernière sortie, qui, elle, doit se faire sur 10 kilos. Alors, la sortie sur 10 kilos, je vais faire quoi? Je vais aller taper sur cela. Donc, il va m'en rester que 10 kilos. Et enfin, ceux à 15,71, il va me rester la totalité puisque je n'ai pas eu besoin de me servir de ceux. Voilà pour la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Alors, il faut noter que les trois méthodes peuvent amener à des résultats différents. C'est-à-dire qu'ici, en fin de stock, en fin de période, j'ai un stock final. euh, Si j'additionnais en valeur les deux montants que j'ai ici, j'ai un stock final qui est de 707 euros. L'autre méthode nous donnait un stock de 692 euros. Et la première méthode, celle des coûts unitaires moyens pondérés après chaque, me donnait un prix à 695 euros. Vous voyez que les trois méthodes amènent à des prix différents. Ce n'est pas du tout un souci, d'accord? C'est simplement la méthode qui est différente, la méthode d'analyse et la méthode de calcul qui est différente, et donc qui amène à un résultat différent. Il faut savoir, malgré tout, qu'en entreprise, quand on choisit une méthode, on est obligé de garder toujours la même méthode. On ne peut pas, puisque le fait d'avoir un stock avec un coût plus important par rapport à une méthode qu'un coût moins important, euh, me permettrait par exemple d'avoir des avantages fiscaux ou des choses comme ça, enfin, de payer moins d'impôts. Enfin, il y aurait possibilité de pouvoir jouer avec ces stocks si on pouvait choisir librement la méthode. La méthode, on peut la choisir librement, c'est pas un souci. Mais l'entreprise est obligée de garder, au nom d'un principe comptable, hein, qui est le principe de la permanence des méthodes, l'entreprise a l'obligation de toujours garder la même méthode pour l'évaluation de ses stocks.
Alors, je reviens sur la question qui m'a été posée. Alors, Charlotte, doit-on calculer de la dernière? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, du tout. Pour rédiger la réponse sur le stock total, on additionne les quantités. Euh, a priori, on va regrouper les choses. Ou non, a priori, on va les garder. On va les garder séparés. On va donner la valeur totale comme je l'ai donné ici à 707. Mais après, on ne va pas vous demander ce type de question. Y a-t-il d'autres questions? En fait, c'est juste le tableau alors. Oui, 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 bien sûr. Bah, en même temps, c'est juste le tableau et ça vous permet aussi d'établir un coût de sortie. C'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien imaginer un exercice où on vous demande le coût de sortie du 15 avril, vous voyez. Et là, il faudra donner un coût de sortie si on était sur une méthode de coût unitaire moyen pondéré de 15,09 €. Alors, regardons maintenant ce qui se passe ici sur le deuxième exercice. Alors, je ne vais pas forcément donner autant d'explications. D'accord. Alors, sauf si, bien sûr, c'est nécessaire. Vous ne m'avez pas beaucoup posé de questions sur les trois premiers, et ici, c'est exactement la même chose. D'accord. Je vais vous montrer les résultats. Par contre, je veux me garder euh, un bon 10 minutes là, que vous puissiez regarder ce qu'a donné l'ANAL 2010 et que vous puissiez dans votre coin, il y a quatre mouvements, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à faire. Normalement, en 6-7 minutes, c'est fait et ça nous laisse 6-7 minutes pour la correction. Euh, donc, je vais aller assez vite sur ce deuxième, dans le sens où c'est exactement la même chose que sur le premier. D'accord. Alors, ici, qu'en était-il? On nous donnait donc des mouvements de stock qui étaient relatifs à des montures de lunettes. Euh, Qui est-ce qui m'a parlé de montres? A priori, il y a peut-être dans le sujet une pistouille où on parlait de montre à la place de monture à un moment donné. Bah, bon, enfin, ah si, oui, je vois le 20 juin, à la place de marquer monture, on y est inscrit montre à 85. Ouais, c'est juste dans le sujet, ça. Ici, on vous demandait de gérer des montures de lunettes, hein, tout simplement, et d'évaluer les fiches de stock selon les trois méthodes pour la période du mois de juin. Le stock initial était indiqué dans l'énoncé, non pas dans les mouvements. Le stock était indiqué dans l'énoncé et on vous annonçait 20 montures à 82 euros. Donc je vais reporter tout simplement mon stock ici de 82 euros. Ensuite, je vais traiter des différents mouvements que je vais avoir. Donc, les différents mouvements ici, j'ai un achat, donc une entrée en stock qui va me demander un nouveau calcul de coût moyen unitaire pondéré le 15 juin. D'accord. Le calcul, il est ici sur le côté, donc j'ai utilisé la méthode. Hein. J'additionne les quantités, j'additionne les totaux, je divise les deux. Et j'obtiens un nouveau coût moyen unitaire pondéré de 80,80 €. Ensuite, c'est une sortie, donc je ne vais pas toucher au coût. Je vais simplement enregistrer la sortie et donc défalquer les 20 montures sorties du stock que j'avais pour avoir un nouveau stock de 30 paires à 80,80 €. Le coût unitaire moyen pondéré ne changeant pas. Par la suite, en une nouvelle entrée que je traite avec la méthode habituelle pour avoir un nouveau prix unitaire moyen pondéré de 83,52 €. Je vais traiter ensuite les deux sorties ici, qui vont m'amener à un stock final. Le stock final, c'est celui-ci, hein, d'accord, de 50 montures à 83,52 €, pour un total donc, de 4176. La fiche
Concernant le calcul des coûts moyens unitaires pondérés en fin de période, je vais enregistrer les mouvements, hein, sans aucun souci, et c'est juste le calcul ici qui m'intéresse. Mon stock plus toutes mes entrées, ici il y a eu deux entrées, c'est-à-dire 1640 plus 2400 plus 4675, divisé par mes quantités, 20 plus 30 plus 55, ça me donne 83 euros en coût moyen unitaire pondéré en fin de période. Ce montant, je vais le reporter au niveau de mes sorties, puisque préalablement, normalement, je ne les avais pas, d'accord, et je le reporte au niveau de la fin de mon stock. Concernant les différentes entrées et sorties en coût, en première entrée, première sortie, alors ici, on avait un stock initial à 82, on a une première entrée à 80, donc vous voyez bien que j'ai gardé mes deux lignes ici, identifiées de 80 et de 82. Une sortie, c'est faite de 20 montures, ben, je vais taper sur les 82. Évidemment, les 82, il ne m'en reste plus, donc je n'ai plus ici qu'en stock que ceux à 80. J'ai une nouvelle entrée, donc avec deux prix 80 et 85. Quand je fais ma sortie, ici, je vais taper sur les 80, puisque j'en ai 30 et il m'en faut 20. Et enfin, ma dernière sortie, qui est de 15 montures, va me solder ceux à 80 et pour me prendre les 5 dernières sur le montant à 85. Et à partir de là, hop, roule et je laisse, tout est bon. Alors, voilà la méthode. Vous voyez, hein, elle n'est pas très compliquée, il faut quand même s'en souvenir, il faut juste pas faire les deux, trois petites bêtises dont on a parlé au départ. Et voici par exemple le sujet qui a été présenté. Je peux vous mettre les réponses tout de suite. Hein. Zip. Voilà. Voici le sujet qui a été présenté en année 2010. Donc, bon, il y a un petit peu de temps, hein, mais vous remarquez que la partie complète était basée sur les stocks. D'accord. Sauf que, alors que, a priori, les parties sont souvent notées, 4 parties notées sur 10, ici, on a bien sûr mis que sur 6 points, puisque c'était assez facile quand même. Hein. Alors, le tableau sera toujours donné. Cette année-là, il était donné. Le tableau était donné, effectivement. Maintenant, vous dire qu'il sera tout le temps, a priori, je pense que oui, même s'il n'est pas très compliqué à résoudre, hein, parce que le but, c'est pas de vous faire faire des tableaux. Mais cette année-là, pour tout vous dire, oui, il était rempli. Donc, il était donné. Donc, oui, ça fait gagner du temps, je le conçois. Donc, on vous met quelques éléments de contextualisation. Hein. Vous travaillez, en fait, je ne vous ai pas tout mis, mais vous deviez faire l'étude d'un plat qui était proposé, d'un nouveau plat qui était proposé à base de fenouil. Et en fin de période d'expérimentation, on voulait vérifier les stocks. Et pour cela, on vous demandait donc de réaliser une fiche de stock sur le produit fenouil. Et on vous donnait les éléments suivants. Alors, vous remarquez que vous devez faire la fiche de stock et vous devez expliquer pourquoi on choisit la méthode première entrée, première sortie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Généralement, vous vous demandez de justifier la méthode. Et si on vous en demande d'en justifier une, ça sera toujours la première entrée, première sortie. Donc, vous apprenez bien l'intérêt de la méthode et éventuellement, vous pouvez donc donner l'explication. Alors ici, quelles étaient les informations relatives à cette semaine 36? Il y a 4 éléments. On vous donne le stock de départ et ensuite une livraison donc, qui va correspondre à une entrée. La justification, c'est pourquoi on parle de non-répressable. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, quatre mouvements enregistrés. Le premier mouvement, c'est le mouvement de stock. Une livraison donc, qui va correspondre à une entrée et 2 consommations qui vont correspondre à des sorties. À ce propos, je tiens à vous mettre en garde sur pas un souci a priori, hein, mais
hyper important en tant que diététicien, d'accord, et pour la gestion de stock, que vous connaissiez vos tables de conversion par cœur, que vous n'ayez aucune hésitation entre les transformations de grammes en kilos, de kilos en grammes, de litres en décilitres, de kilos en tonnes, etc., etc. C'est impératif. C'était l'année dernière. L'année dernière, lors de l'examen blanc, on avait donné des quantités en kilos et puis de l'autre côté, des quantités en tonnes. Et des étudiants même qui n'étaient pas mauvais hein, n'ont pas réussi à faire les conversions, ce qui est bête, ce qui est vraiment dommage, parce que ça, c'est le niveau CM2. Et je pense qu'en tant que diététicien, vous devez absolument connaître ces tables de conversion. Donc, si vous avez des petites difficultés, n'hésitez pas à vous réentraîner là-dessus. Je vais vous laisser 5 minutes, parce qu'a priori, il n'en faut pas plus que 5. D'accord. Je vais vous laisser 5 minutes pour faire l'exercice. D'accord. Et puis, j'en fais la correction après pendant les 5 premières minutes. Donc, vous devez faire la fiche de stock, PEPS, tout simplement. Première entrée, première sortie, il y a 4 mouvements. Je vous laisse donc bosser 5 minutes là-dessus. Et puis, comme ça, après, on en fait la correction. Bien sûr, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, hein. Alors, Charlotte, c'est le stock final que vous me donnez là? D'accord.
C'est bon, est-ce que vous avez terminé ou vous voulez encore un petit peu de 1 ou 2 minutes pour ceux qui n'ont pas fini? Est-ce que tout le monde a terminé? Allez-y, je vous laisse terminer, Audrey. Ok, bon. C'est bon pour tout le monde alors? Alors, je vais faire la correction. Je vais plutôt vous la présenter dans le sens où elle est déjà faite. Donc, on devait ici, en date du 29 août, donc, ou du 28 août, peu importe, mais en début de semaine 36, voir le stock initial, donc, qui était donc, de 3 kg à 1,40 € donc pour un montant total de 4,20 €. Il y avait une entrée à 1,50 € de 7 kg. Donc vous voyez bien que sur la ligne du stock sont bien identifiés les deux denrées différentes en termes de date d'entrée. Donc les premières 3 kg à 1,40 € pour 4,20 € et ensuite 7 kg pour 1,50 € à 1,50 € pour 10,50 €. Il y avait une sortie de 2 kg qui pouvait être pris donc, sur les premiers 3 kg. Donc, ce qui fait que sur ces 3 kilos, il n'en restait qu'un à 1,40 € et les 7 que l'on avait entrés le 31 août n'ont pas été touchés. Et ensuite, il y avait une deuxième sortie de 5 kilos. On épuisait le stock que l'on avait à 1,40 € et on allait chercher 4 kilos sur ce 1,50 € de sorte qu'il en reste plus que 3 à 1,50 € pour 4,50 €, un montant total de 4,50 €. Est-ce que ça a posé une difficulté à quelqu'un? Alors, si ça n'a posé aucune difficulté, ça veut dire que vous maîtrisez le sujet. C'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour, là, pour un chapitre de révision de la notion de stock, de la notion de l'évaluation des stocks. A priori, il n'y a pas trop de difficultés de votre côté. Il faut bien le maîtriser de façon à ce que ça ne puisse pas vous poser un souci. Deux, trois petites choses avant de terminer. Anan, de quel campus venez-vous, s'il vous plaît? Célia, de quel campus venez-vous? Alors, Célia, vous venez de Lille. Très bien. Elle est de Montpellier. Qui est de Montpellier? Anan? D'accord. Et Valérie Pérez, de quel campus êtes-vous? Montpellier aussi. Très bien. Je vous remercie. Alors, je veux juste revenir un instant avant qu'on en termine sur la notion des DST. On était bien d'accord que lors de nos premières séances, quand on était tous ensemble, là, on avait défini une date, d'accord?
qui était d'ailleurs, je crois, ce vendredi-ci. À la suite de ça, dans une vidéo suivante, je vous avais indiqué que finalement cette date devait être abandonnée, d'accord, parce que les dates allaient être fixées par d'hydroéducation eux-mêmes, et que ça serait obligatoirement en dehors de nos cours. Donc, bien sûr, la date du 30, si on avait fixé le 30, hein, elle est annulée, évidemment, d'accord, puisqu'il faut que ça se fasse en dehors de nos cours et ça sera fixé à une date ultérieure. Donc, dès que j'ai connaissance de la date et bien sûr du programme de révision, je vous communique ça de préférence un petit moment avant. Monsieur, quel sera le prochain chapitre? Eh ben, non, donc, nous allons aborder euh, demain, je ne sais pas si je vous ai demain, si je crois que je vous ai demain. Inutile de commencer à le voir tout seul, on le voit ensemble pour cette première partie. Ou si, euh, c'est mercredi, on ne se voit pas demain? Demain, j'ai deux cours. Ah non, on ne se voit pas demain, d'accord. Mercredi. Ben, vous pouvez commencer à aborder le chapitre sur. Ok, d'accord. Sur les statistiques à deux variables. D'accord. Vous pouvez commencer. A priori, de toute façon, on fera une grosse partie ensemble et enfin, pour le reste, vous pourrez le faire tout seul, enfin faire le TD tout seul. D'accord. Pour le contenu, on n'a toujours pas accès. Bah, je le mets en ligne dans le moment où vous y avez accès. Mais bon. Je recrée un chapitre spécial dans les visios. Il n'est pas débloqué pour le moment non plus. Donc, ben, je recrée un chapitre là, à la fin, j'ai encore un cours après, donc dans la soirée, là, je recrée le chapitre. Ça marche pour tout le monde? Écoutez, si ça marche pour vous, on se retrouve donc mercredi pour tout ça, pour les statistiques à deux variables. Allez, bonne soirée à vous. Au revoir.